Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire autour de l'IoT et des services PaaS Azure. Je suis David Chomiano, Big Data Engineer chez ExpertTime. À mes côtés se trouve Shuruk. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Chourouk, je suis Technical Sales spécialiste sur toute la partie data Azure au sein d'ExpertTime. Donc nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui dans ce webinaire. Et puis, euh, et puis nous allons commencer avec une brève présentation d'ExpertTime. Parfait. Shuruk, en quelques mots, quel type d'entreprise est ExpertTime? Alors, merci beaucoup, David, effectivement, pour ta question. Donc, Expertise, aujourd'hui, se présente comme un groupe pure player Microsoft. Donc, effectivement, on intervient sur plusieurs sujets, notamment, on commence par tout ce qui concerne le Modern Workplace. Donc, on est Microsoft Gold Partner sur toute la partie Collaboration Content. Faut pas oublier aussi la partie Intelligent Cloud, où on est Gold Partner sur toute la partie Cloud Platform, ceci dit Azure. On est aussi Gold Partner sur toute la partie data center et DevOps. Donc tout ça effectivement avec le cloud de Microsoft. Enfin, on est présent aussi à l'international. Donc là, on compte 180 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Et voilà. Merci Shuruk pour cette présentation d'ExpertTime. Quels seront les différents points abordés lors de cette présentation? Alors, effectivement, aujourd'hui, on va voir plein de choses. Et ça, en fait, c'est une réponse à plusieurs demandes concernant plusieurs sujets. Donc, on va commencer par une petite présentation d'Azure pour les gens qui n'ont pas travaillé avec Azure. Donc, on va voir, en fait, c'est quoi le cloud computing, comment ça se représente Azure dans tout ça et quels sont les types de services Azure proposés. Donc, ceci dit, on va voir, en fait, le PaaS, l'IaaS et le SaaS. Ensuite, en fait, on va aller plutôt dans les détails des choses, dans le sens où on va vous présenter les services Microsoft Azure qui sont présentés dans la plateforme pour les gens qui veulent faire de l'IoT. Ensuite, on va vous parler aussi du Power BI, dans le sens où on va voir comment Power BI s'intègre à votre application, c'est-à-dire comment visualiser les données qui sont déjà traitées au sein d'une architecture Azure. Et effectivement, dans tout ça, David va vous montrer l'architecture de référence, c'est-à-dire c'est l'architecture qui va montrer tous les aspects ou plutôt les services Azure qui sont proposés par la plateforme et comment on va tirer profit de ces services. Et à la fin, on va aussi avoir une petite ouverture d'horizon, enfin les perspectives d'évolution de notre architecture, en vous proposant en fait ce qui est préconisé au niveau des solutions Microsoft. Merci. Shuruk, qu'est-ce que c'est que le cloud? On entend parler de ça un peu partout. Tu peux nous éclairer sur cette partie? Alors, très bien. Effectivement, enfin, la question que je reçois tous les jours, alors vous travaillez effectivement sur le cloud Microsoft. Et puis bon, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails voilà, de ce que propose Microsoft, mais là, je vais vous expliquer un peu le terme cloud computing. Enfin, ça fait 3 ans que j'entends enfin, ce terme, que je reçois des questions sur le cloud computing. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous expliquer un peu enfin, plus simplement comment on présente le cloud. Alors, aujourd'hui, enfin, on est plutôt sur un environnement qui est en local. Vous avez entendu parler aussi de ce qu'on appelle le on-premise. Donc, généralement, quand on dit on va migrer de ce qui est on-premise vers Azure, donc là, on est vraiment dans les nuages. Alors, c'est-à-dire, je vais aussi utiliser des services qui sont proposés par un cloud provider. Donc, effectivement, sur le marché, on trouve plusieurs cloud providers, donc Microsoft, Amazon, Google, IBM, etc. Et effectivement, ces cloud providers, ils se sont dit, bon, bah, OK, les différentes entreprises, ils hébergent les applications dans leur propre serveur. Effectivement, aujourd'hui, on est sur un coût très élevé, sur une perte de temps qui est vraiment très importante, dans le sens où on met des personnes qui sont dédiées pour gérer les serveurs, pour gérer des machines virtuelles. Et ceci dit qu'effectivement, on a besoin de trouver une solution. Et c'est là où les différents cloud providers disent, bon, ben voilà, on a la solution, c'est le cloud computing. Donc, on va vous proposer un ensemble de services, un ensemble de bases de données, un ensemble d'espaces de stockage, comment gérer les réseaux. Tout ça, en fait, c'est en ligne, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une espèce de machine virtuelle, on n'a pas besoin d'une espèce de salle, de serveur. Donc, tout ça, en fait, on n'a pas besoin. Du coup, effectivement, le but, c'est d'avoir tout ça, en fait, d'une manière très facile, très rapide à déployer et surtout moins cher
Ok. que ce qu'on a aujourd'hui. Mais dit comme ça a l'air vraiment immense. Donc, on doit s'attendre à des prix exorbitants. Comment on fait pour amortir ces prix? Alors, effectivement, donc là, on a parlé de tout ce qu'on appelle cloud computing, mais là, on rentre dans le vif du sujet. C'est ce qu'on appelle Microsoft Azure, le cloud qui est proposé par Microsoft. Alors, effectivement, je vois toujours ce genre de questions. Comment je vais en fait avoir ce type de facturation quand je vais avoir des services Azure? Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter parce qu'au final, dans Microsoft Azure, on a le concept, le pay as you go. Alors, c'est quoi en fait le pay as you go? C'est-à-dire vous allez payer ce que vous allez utiliser. Alors, je vous donne un exemple très très simple. Alors, vous allez prendre une machine virtuelle. Alors, votre machine virtuelle, elle va être allumée comme elle va être aussi éteinte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous allez payer, c'est le temps où votre machine virtuelle fonctionne. Donc, ce qui n'est pas le cas malheureusement quand on est en mode traditionnel, parce qu'au final, si on est en mode traditionnel, on va payer tout le temps que votre machine virtuelle, donc quel que soit en fait le mode de fonctionnement de cette machine virtuelle. Donc effectivement, donc on est plutôt sur un modèle qui permet d'avoir un gain en termes de coût, donc à travers le concept, le modèle, le pay as you go. Alors effectivement, quand on parle aussi d'Azure, on parle de la scalabilité. Alors, qui dit scalabilité dit quoi? Je vais vous donner peut-être un petit exemple qui va vous expliquer c'est quoi la scalabilité. C'est le fait de gérer la montée en charge. Alors, je vous donne un petit exemple aussi. C'est le cas d'un site web où on voit que tout le monde se connecte dessus. Donc, et c'est là, en fait, où on va avoir des problèmes de perf, dans le sens où on va avoir des shutdowns. Et c'est là, en fait, on voit que c'est pertinent de héberger notre application web sur Azure parce que finalement, quand on est sur Azure, on ne va plus être affronté à ce type de problématique. Comment ça se passe? Alors, effectivement, quand on est sur un site web, on a un ensemble de nombre d'instances qui va s'augmenter au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on appelle la scalabilité dans Azure. Effectivement, tous les services Azure sont proposés dans ce modèle, dans le sens où là, je vous ai donné un exemple de site web, mais c'est le même cas quand on est sur des machines virtuelles, sur des services PaaS plutôt pour l'IoT, pour la big data. Donc, la scalabilité est un élément hyper important quand on parle d'Azure. Et la rapidité, là plutôt on est sur un déploiement rapide des différentes ressources. Et effectivement, c'est le but parce qu'au final, le but, d'aller vers Azure, c'est plutôt de donner les moyens aux différentes personnes d'avoir des ressources clés en main. C'est-à-dire, là, je suis devant l'interface Azure, donc je vais avoir la possibilité d'allouer des ressources d'une manière très, très simple. Et c'est là, en fait, on voit la valeur ajoutée d'Azure. Ok. Et quels sont les différents niveaux de service d'Azure? Alors, là, on est plutôt sur les types de modèles de cloud proposés par Microsoft Azure. Donc, on va vous parler de trois types. Alors, on va commencer par l'IaaS. Alors, l'IaaS, en fait, c'est l'infrastructure as a service. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble de services qui est proposé par Microsoft au niveau de la plateforme Microsoft Azure pour répondre aux besoins des personnes qui sont plutôt infra. C'est-à-dire qui sont plutôt infra. Alors, il y a des gens qui gèrent aussi, qui gèrent aujourd'hui en fait des machines virtuelles. C'est-à-dire, on a un ensemble de machines virtuelles. Qui dit machine virtuelle dit réseau, donc toute la partie networking, toute la partie load balancing, toute la partie backup, restauration. Et pour ça, en fait, pour répondre à ce type de besoin, Azure vous propose une panoplie de services. Effectivement, dans Azure, on peut vous citer en fait l'exemple des machines virtuelles. On est sur les load balancers, on est des traffic managers, on est sur des Azure Backup. Donc, tous les services qui sont dédiés pour un environnement infra. Ok. Alors, donc ça, c'est la partie IaaS. Alors, la partie PaaS. Donc là, le PaaS, en fait, c'est le Platform as a Service. Donc, le Platform as a Service, en fait, c'est un ensemble aussi de services qui est proposé par la plateforme Azure,
mais qui est plutôt dédié à des applications qui sont, enfin, moi je dirais pour les développeurs, mais ce sont des services qui sont proposés par la plateforme et qui peuvent être utilisés en mode clé en main. C'est-à-dire, alors j'ai besoin d'une base de données aujourd'hui. Donc, je ne vais pas créer un serveur de base de données comme je le fais en mode infra. Je ne vais pas être amené à créer une machine virtuelle. Donc, on voit en fait, le service est proposé par la plateforme. Donc, je cherche sur le portail Azure. Donc, je vais trouver un ensemble de bases de données. Donc, moi, je peux vous donner l'exemple de Azure SQL Database, de Azure MySQL, Azure PostgreSQL. Donc, tout ça, en fait, ce sont des services qui sont proposés par la plateforme et qui ne nécessitent pas l'utilisation des machines virtuelles. Donc, tout ça, en fait, ça sera fait directement et géré surtout par Microsoft. Alors, le SaaS, c'est le Software as a Service. Donc, ce sont les applications qui sont déjà hébergées dans Azure. Et généralement, on ne voit pas, c'est vraiment transparent, c'est-à-dire on ne voit pas qu'ils sont hébergés dans Azure. Ce sont des solutions où ça ne nécessite pas l'intervention ni pour la mise en place, ni pour la gestion. Ce sont des solutions qui sont proposées directement et on peut citer l'exemple d'Office 365, toute la partie, quand on dit Office 365, Dynamics 365, la partie Messaging Exchange, donc, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont des solutions SaaS qui sont proposées et qui sont effectivement hébergées sur la plateforme Azure. Ok. Maintenant, je vais faire un focus sur la partie IoT et comment on la retrouve sur Microsoft Azure. Donc, il existe une panoplie de services permettant de mettre en place des plateformes IoT. Entre autres, on peut citer Stream Analytics, Azure Function, Logic App, Azure Event Hub, Azure IoT Hub, Blob Storage et Cosmos DB. En gros, on peut les regrouper sur 3 types de services. Le premier type, c'est l'ingestion de la donnée. Donc là, on retrouve Azure IoT Hub et Azure Event Hub. Donc, je vais vous les décrire. Alors, effectivement, David, là, on va présenter différents services qui sont proposés par la plateforme Azure pour répondre à des questions, à des problématiques IoT. Et pour expliquer un peu à notre audience aujourd'hui, c'est que là, on est amené à avoir plusieurs types de traitement de données. Et on va vous parler dans une première partie de l'ingestion de données. Alors, David, est-ce que vous pouvez effectivement nous parler un peu de la gestion de données, donc de quoi il s'agit, dans quel cadre, et surtout les services qui sont dédiés pour cette partie? OK. Donc, l'ingestion de données, c'est le fait de récupérer des informations de sources extérieures et de les rapatrier vers Azure. Donc, pour cela, il existe des services comme Event Hub, Azure Event Hub, qui est un service SaaS que Shuruk a présenté précédemment, qui permet d'ingérer de la donnée. Ce service a la possibilité de se scale automatiquement afin de répondre à un fort envoi de données. Donc, il est évolutif. En plus de cela, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut une clé de connexion entre le logiciel qui envoie l'information et le logiciel qui le reçoit de façon à le chiffrer et à ce qu'on ne puisse pas décoder les informations qui s'y trouvent. Ensuite, Event Hub, sa particularité, c'est que c'est un service unidirectionnel, c'est-à-dire que l'information ne circule que dans un seul sens et que cela lui permet en fait de se consacrer à sa fonction première qui est d'envoyer la donnée et de la propager à travers des consommateurs. Ensuite vient le second service qui est Azure IoT Hub, qui lui en fait est un service proposé par Microsoft Azure pour gérer tout ce qui est objet connecté. Donc, il gère les objets connectés, il surveille en fait l'état de ces objets connectés et il émet également des alertes au cas où un objet est en anomalie. Donc, c'est également un service PaaS. Afin de permettre aux développeurs de s'emparer de cet outil, plusieurs kits de développement ont été développés, donc notamment dans les langages tels que Python, C#, JavaScript, qui permettent en fait de faire appel à des API de IoT Hub. Également, avec ce service, on a la possibilité d'approvisionner un grand nombre d'instances d'objets connectés, c'est-à-dire qu'au lieu de configurer chaque objet à la main,
on a la possibilité de déployer un parc d'objets connectés en un seul clic. Et Azure IoT Hub a également une fonctionnalité qui permet de déployer la puissance de calcul directement sur l'objet, ce qui nous permet de gagner en temps et de réagir mieux aux événements. Alors, effectivement, merci David pour cette présentation. Je pense qu'il y a une question qui a été posée par l'audience, c'est que là, on a présenté deux services qui servent à faire la gestion de données aujourd'hui. Et puis, on est amené à poser aussi une deuxième question, c'est que c'est quoi la différence entre ces deux services et c'est dans quel cas, en fait, on part sur le premier service parce qu'aujourd'hui, on est vraiment devant une panoplie de projets, donc IoT. Et ceci dit, IoT, on est en face d'un objet connecté qui va émettre des données et forcément, on va avoir besoin d'un service. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence et surtout la plus-value, peut-être, moi, je dirais, de Azure IoT Hub par rapport à Azure Event Hub? OK, très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Event Hub, en fait, est un service qui fait de la communication unidirectionnelle, c'est-à-dire que le message quitte l'appareil et remonte vers le cloud. Mais le cloud n'a pas la possibilité de répondre à ce device, ce qui n'est pas très souvent adéquat. Avec IoT Hub, on a la possibilité d'établir une communication bidirectionnelle. Donc, le device envoie des informations et avec les informations de ce device, on est en mesure de réagir, donc de renvoyer un message vers le device. Également, l'IoT Hub propose plus de protocoles de communication que l'Event Hub parce que, il faut le savoir, IoT Hub a été créé spécialement pour les objets connectés, tandis que Event Hub peut servir d'outil d'ingestion pour les objets connectés, mais ce n'est pas sa fonction première. On peut également utiliser Event Hub pour relier divers services d'Azure Microsoft. Également, IoT Hub a la possibilité de gérer l'identité des devices. C'est-à-dire que n'importe quel device ne peut pas envoyer des informations à notre IoT Hub. Il faut qu'il soit au préalable enregistré dans cet IoT Hub, que ce dernier communique en fait la clé de connexion de ce device à ce device afin que la communication puisse être établie dans les deux sens. Également, on a la notion de jumeau d'appareil dans l'IoT Hub. Qu'est-ce qu'un jumeau d'appareil? C'est une caractéristique de l'appareil physique, mais dans le monde informatique. C'est-à-dire qu'on donne des propriétés en fait à un appareil physique, c'est-à-dire un propriétaire, un bâtiment, ce qui nous permet après de pousser plus l'analyse des informations qui est renvoyée par ce device. Également, IoT Hub propose un service appelé Edge Computing ou IoT Edge qui permet en fait de déployer les différentes fonctions, les différents calculs directement sur le device. C'est très, très important parce que souvent, dans des situations, il faut réagir au temps réel. Donc, imaginons qu'on a une coupure de connexion entre l'objet connecté et le cloud et que l'objet connecté a besoin d'une réponse pour prendre sa décision. Avec l'IoT Edge, malgré cette coupure, l'IoT pourra déterminer qu'est-ce qu'il doit faire et pourra en fait anticiper cette réaction avant que le message ne remonte à l'IoT Hub. C'est très, très important. Très bien. Donc là, en fait, on a vu un peu les différences entre Azure Event Hub et IoT Hub et vous avez effectivement compris que pour l'IoT Hub, on a plus de fonctionnalités, plus de, euh, de, enfin, de, de challenge, en tout cas, où on peut avoir effectivement la sécurité, où on peut avoir la gestion de l'identité des appareils, les protocoles qui sont aussi mis à disposition. Donc, mais là, le but, on suppose qu'on est sur un projet IoT et d'ailleurs, effectivement, on va vous montrer l'architecture de référence. Après, le fait d'avoir recevoir les données, donc on est amené à traiter les données. Et généralement, on est plutôt sur un traitement en temps réel. Et pour ça, la plateforme Microsoft Azure nous a fourni un service. Donc, David va nous parler effectivement de ce service. Ok, très bien, merci Chouro. Et effectivement, il existe plusieurs services qui permettent de traiter la donnée. On a Azure Stream Analytics, les Azure Functions et les Azure Logical. Je vais maintenant détailler chacune de ces fonctionnalités. Commençons par Azure Stream Analytics. C'est un outil qui permet en fait d'agréger la donnée, d'effectuer des calculs à condition qu'on maîtrise le SQL. Cet outil est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une grande communauté en fait qui maîtrise le SQL. Donc, pas besoin de réapprendre un nouvel langage.
on peut utiliser en fait ces compétences et directement les mettre en pratique au travers de cet outil-là. Alors, très bien. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il s'interface directement avec l'ensemble des services Azure, notamment Azure Event Hub, Azure IoT Hub et Azure Blob Storage. Effectivement, oui. Merci, Chirou. Également, on a ce qu'on appelle les Azure Functions, qui reprend une architecture de microservices. Comment les Azure Functions fonctionnent? En réalité, les Azure Functions sont déclenchées lorsqu'elles reçoivent un événement. Donc ici, on pourrait imaginer que lorsqu'on reçoit un message, cela correspond à un événement. Donc une Azure Function va se déclencher, va réaliser une action et après quoi, elle va être détruite. Quand je dis détruite, elle va s'arrêter. Ce qui, est avantageux pour nous car on paye à la consommation et vu qu'elle ne tourne pas pendant longtemps, on ne paye que lorsqu'on l'utilise. Également, il existe plusieurs langages qui nous permettent en fait de créer ces Azure Functions comme C#, JavaScript, F#, Java, Python, TypeScript. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les Azure Functions, on n'a pas à se soucier en fait du serveur dans lequel il tourne. On a juste qu'à créer notre fonction avec notre code et à le déployer et à l'utiliser. Très bien. Donc ça, c'est pour les Azure Functions. On va voir aussi effectivement la partie Azure Logic Apps. OK. Ce qu'il faut savoir avec Azure Logic Apps, c'est que c'est un service qui nous permet de créer des workflows métiers. C'est quoi un workflow? Imaginons que lorsqu'on reçoit un message, on veut d'abord sauvegarder la donnée, ensuite on veut envoyer un message, ensuite on veut envoyer un mail. Donc en gros, il y a plusieurs steps à réaliser avant en fait d'envoyer le mail. Donc avec Azure Logic Apps, on a la possibilité en fait de créer ce workflow, donc ces différents steps. Et ce qui est intéressant avec Azure Logic Apps, c'est que c'est un outil graphique. Donc avec des drag and drop, on est en mesure de créer un workflow et d'appeler des Azure Functions et d'autres services de Microsoft Azure pour répondre à nos besoins. C'est très intéressant. Donc effectivement, c'est aussi hyper important de le mentionner parce que généralement au niveau des projets, on se pose toujours les mêmes questions sur l'utilisation de Azure Logic Apps ou d'Azure Functions. Ce qu'il faut savoir, c'est comme David l'a mentionné, pour Azure Logic Apps, on est plutôt sur des briques qui sont pré-construites. Donc si on est, alors si nous donnons notre projet, enfin on va avoir des fonctionnalités plutôt personnalisées. Donc on a plus intérêt d'aller vers Azure Functions. Donc, si c'est pas le cas, si c'est plutôt pour un POC voilà, d'une semaine, c'est plutôt Azure Logic Apps qui peut faire l'affaire, quoi. Oui, exactement. Donc maintenant, nous allons passer à la partie stockage de la donnée. Effectivement, après avoir traité cette donnée, il faut la ranger quelque part. Donc ici, il existe deux principaux outils utilisés dans le monde IoT en fait pour stocker la donnée. La première est Azure Blob Storage. Azure Blob Storage est un service, un stockage de fichiers en fait qui nous permet d'historiser tous les messages qu'on reçoit. L'avantage avec ce service, c'est qu'il est low cost et qu'il est scale up. Ça veut dire qu'il est en mesure de s'adapter au fur et à mesure qu'on rapatrie la donnée. Également, un des avantages de Azure Blob Storage, c'est que en fonction de la fréquence d'exploitation de la donnée, en fait, le type de facturage est différent. C'est-à-dire, imaginons que dans notre scénario, on ne fait que pousser de la donnée dans le blob storage, mais après, on ne requiert pas de cette donnée. Ça veut dire que on payera moins que quelqu'un en fait qui pousse de la donnée dans le blob storage et ensuite qui récupère cette donnée dans le blob storage. C'est vraiment un outil assez intéressant. Mais également, il ne permet pas que de faire du stockage à froid. Il permet également de faire du stockage à chaud, c'est-à-dire qu'on est en mesure également, à la fois lorsqu'on écrit, d'aller lire et de faire certaines actions. Et il est également utilisé pour archiver des données. Donc, la seconde solution est Azure Cosmos DB. C'est quoi Azure Cosmos DB? C'est une base de données multimodèle que Microsoft Azure a créée et qui vise à donner la possibilité d'établir plusieurs cas d'utilisation du NoSQL. Donc, pourquoi multimodèle? C'est qu'en fait, il permet à la fois de créer des bases de données NoSQL, documents, graphes, clés valeurs, et également, il a la possibilité en fait de s'adapter au développeur. C'est-à-dire qu'au lieu que le développeur s'adapte à l'outil, le développeur n'a qu'à choisir en fait
le type de données NoSQL, le type de la base de données NoSQL avec laquelle il est plus à l'aise et il peut commencer déjà à travailler. La seconde particularité de Cosmos DB, c'est qu'il est scalable. Ça veut dire qu'au fur et à mesure en fait, qu'on injecte de la donnée, elle sait en fait rajouter des nœuds et permettre d'avoir un stockage illimité. Il a également ce qu'on appelle le géoréplica, c'est-à-dire la possibilité en fait d'avoir des copies des mêmes données sur plusieurs points de la Terre, et cela en une fraction de seconde. Cela permet de garantir en fait un accès plus rapide à la donnée et de pouvoir réagir plus rapidement. Alors, effectivement, on se retrouve dans la dernière partie, c'est la visualisation des données, et c'est là en fait où on va aborder Power BI et les différentes fonctionnalités que propose Power BI euh, pour, euh, pour visualiser les données. Donc tout ça en fait après que ça soit traité au niveau de notre architecture Azure. Donc, Ok, merci Chouroup. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on commence à ingérer de la donnée, à un moment, il faut la restituer. Donc, il faut donner la possibilité en fait à l'utilisateur de voir quelle donnée est remontée et de lui permettre en fait de prendre des décisions au vu de cette donnée. Donc, un outil tel que Power BI est adapté pour ce cas de figure. Donc, c'est quoi Power BI? C'est un outil de visualisation, c'est-à-dire qu'on on sélectionne une source de données et après, on crée des graphiques adaptés à notre activité. L'avantage avec Power BI, c'est qu'il est assez facile à prendre en main, c'est-à-dire que il est basé sur un modèle métier, je dirais, qui permet en fait de ne pas se focaliser sur tous les aspects techniques, mais avec des drag and drop, de créer une belle interface et de pouvoir déterminer les différents KPI. très bien. Et effectivement, dans notre cas de figure, Power BI il s'interconnecte directement à Azure Stream Analytics, qui est effectivement déjà interconnecté à Azure Event Hub ou Azure IoT Hub. Et tout ça pour avoir des tableaux de bord personnalisés pour nos données qui sont déjà collectées par les différents services mentionnés auparavant. C'est bien ça. Donc maintenant, nous allons vous parler d'une architecture de référence qu'on a eu à mettre en place pour un projet IoT. Donc, ce schéma représente l'architecture globale en fait de ce projet. Donc, dans ce projet, on a différentes sources d'informations qui sont quatre types de capteurs. Donc, ces quatre types de capteurs en fait ne communiquent pas de la même façon. Donc, le premier en fait, il passe par un réseau Sigfox ou LoRa, qui sont des réseaux de télécommunication adaptés à l'IoT. Et c'est ce réseau de communication en fait qui envoie l'information directement à l'IoT Hub. Donc, il y a eu un partenariat entre Sigfox et Microsoft qui a permis d'établir en fait un connecteur. C'est-à-dire que Sigfox et l'IoT Hub savent communiquer et savent en fait partager des informations comme les identités des devices. Dans le deuxième cas, on se retrouve à passer également par un réseau d'IoT. Mais le fournisseur en fait de l'objet connecté peut décider de rapatrier la donnée d'abord dans ses serveurs et de mettre à la disposition de son client un web service où ce dernier pourra aller récupérer les différentes informations et l'envoyer dans son IoT Hub. Donc, dans ce cas, on a mis en place une passerelle qui permet de récupérer les informations depuis le serveur du client, donc du fournisseur plutôt de l'IoT. Et ce dernier, cette passerelle, établit la connexion avec l'IoT Hub. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie d'abord l'identité du message du device en fait, qui envoie le message dans l'IoT Hub. Si ce dernier n'existe pas, il la crée et ensuite il pousse l'information directement dans l'IoT Hub. Également, on peut avoir un autre cas de figure où le client développe son propre serveur IoT, donc ses objets communiquent directement avec son serveur IoT. Et ce dernier, maintenant, envoie l'information à notre passerelle. Et notre passerelle, encore, joue le rôle d'intermédiaire en créant l'IoT Hub, en créant l'identité dans l'IoT Hub et en propulsant en fait le message vers ce dernier. Et le dernier cas de figure, c'est lorsque l'objet connecté envoie directement en fait son information à l'IoT Hub. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le point d'entrée, c'est l'IoT Hub, donc notre outil d'ingestion de la donnée. Après quoi, on a la possibilité de définir dans l'IoT Hub en fait ce qu'on appelle des routes. C'est quoi une route? C'est le fait de dire à l'IoT Hub que lorsqu'il reçoit un message, il doit l'envoyer sur un autre service et
on précise le service qui doit réceptionner en fait ce message. Donc, dans ce cas, en fait, lorsqu'un message arrive, il transite par l'IoT Hub et il est envoyé à l'Azure Blob Storage. Pourquoi? Pour historiser notre donnée. Pour que demain, si on a à refaire des calculs, qu'on puisse avoir la donnée d'origine et voir où il faut réadapter peut-être un algorithme de machine learning. Le deuxième cas, en fait, c'est où l'IoT Hub envoie en fait l'information à un service bus queue. C'est quoi un service bus queue? C'est juste un tunnel qui permet en fait de respecter la norme first in, first out. Ça veut dire que lorsque les messages arrivent, on les classe et on laisse la possibilité à la logic app de les traiter au fur et à mesure. Donc, on ne veut pas que un message étant créé en troisième position se retrouve à être traité avant un message qui a été créé en première position. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans la Logic App, on a la possibilité de mettre plusieurs briques. Ici, ce qu'on a fait, c'est que pour notre client, il avait des besoins assez spécifiques. Donc, on a créé des Azure Functions qui, euh, qui traitent d'un cas particulier, qui traitent de cas particuliers, je dirais. Et maintenant, ces Azure Functions font appel à d'autres services Azure tels que des SQL Database ou des services d'envoi de messages. Une fois terminé, en fait, le message est envoyé au client et il réagit en fonction des règles métiers qu'on a eu à définir par nos Azure Functions customisées. Donc là, on va aller un peu plus en détail en fait sur l'architecture, on va aller step par step et on va vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc ici, on a choisi de prendre l'objet connecté qui communique directement avec le réseau Sigfox ou LoRa. Donc une fois que sa donnée arrive dans Sigfox ou LoRa, cette dernière repousse cette donnée en fait dans l'IoT Hub. Vu que la connexion entre le Sigfox et l'IoT Hub est autogérée, on n'a pas à se préoccuper de créer le device dans l'IoT Hub. Donc, une fois que notre message arrive dans notre IoT Hub, comme j'ai dit, on historise ce message dans un blob storage qui est un service de stockage à faible coût. Également, ce message est envoyé à un service bus queue qui permet en fait de respecter la logique first in, first out. Une fois que ce service bus a réceptionné ce message, il envoie à une logic app, il déclenche plutôt une logic app qui va effectuer d'autres travaux plutôt. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre Logic App? On a d'abord l'appel d'une première Azure Function qui vérifie une règle métier à appliquer. Ensuite, les informations de cette première Azure Function sont envoyées à une deuxième Azure Function qui met à jour notre base de données. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en fait, c'est des petits services qu'on concatène car on veut respecter la logique du microservice. Donc, une fois que notre base de données est mise à jour, on déclare un incident dans une application externe parce que c'était un des besoins de notre client. Donc, on faisait appel à un web service qui déclarait l'incident dans son application. Après quoi, on faisait appel au dernier service, à la dernière Azure Function qui envoyait maintenant un message à un employé pour que ce dernier intervienne suite à cet envoi de message. Et effectivement, donc là, en fait, si on revient pour les personnes qui posent la question sur l'utilisation de Power BI dans ce type d'architecture, donc effectivement, les données, quand ils soient traités, ils sont présentés à travers des rapports, des tableaux de bord au niveau de Power BI et partagés avec les différentes personnes. Donc, c'est là, en fait, où on voit la pertinence de Power BI dans ce type d'architecture. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a comme perspective? C'est-à-dire comment on peut améliorer notre architecture? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui par la plateforme Microsoft Azure? Okay. Merci, Chourouk. Il y a un service qui est très, très intéressant qui s'appelle l'IoT Edge. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un service qui permet de déployer le calcul directement sur le device. Donc, comment ça se fait? Comment ça se crée? En réalité, le calcul qui sera déployé sur le device équivaut au même calcul qui est sur le cloud. Donc, pas besoin que le développeur réécrive en fait sa Azure Function ou son Stream Analytics. Il récupère le même code et il peut le containeriser et l'envoyer directement sur l'objet connecté. Ce qui nous permet en fait d'être sûr de traiter l'information en temps réel et de maintenir un niveau de continuité de service de presque 100%.
Également, il permet de réduire les coûts. Vu que le calcul est effectué sur l'objet connecté et qu'on ne fait plus appel à Azure, cela limite les coûts et cela nous permet en fait d'accès en fait les principaux calculs en fait sur le cloud et laisser les calculs intermédiaires sur le périphérique. C'est assez intéressant. Donc, je vais vous détailler un peu comment l'IoT Edge fonctionne. Donc, l'IoT Edge, c'est un device, donc un hardware sur lequel, en fait, il y a un système d'exploitation qui peut être un Linux ou un Windows Core IoT. Donc, sur ce système d'exploitation, on vient installer un Docker Engine. Donc, ce Docker Engine a pour particularité de créer, en fait, les différents conteneurs. On verra cela par la suite. Donc, après quoi, on va installer un kit de développement qui s'appelle Azure IoT Edge Runtime qui permet en fait de gérer tout ce qui est communication entre l'IoT Hub et le device qui est appelé IoT Edge Device. OK. Donc, c'est grâce à ce Runtime Edge qu'on peut créer des modules. Et les modules, ce n'est rien d'autre que nos Azure Functions déployés sur notre IoT Edge ou nos Job Stream Analytics. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les modules ne sont pas prédéfinis. C'est à nous, en fait, de les importer au fur et à mesure dont on en a besoin. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'IoT Edge Runtime, il existe un agent appelé Hub IoT Edge qui est responsable de la communication entre les différents modules et entre l'IoT Edge et l'IoT Hub. C'est-à-dire que deux modules peuvent communiquer. Ça veut dire qu'on peut y encore imaginer un système de microservices à l'intérieur de notre IoT Edge. C'est-à-dire qu'une Azure Function fait un travail, ensuite il la pousse à une autre Azure Function qui effectue un autre travail au fur et à mesure. Et si cela s'impose, on envoie le message vers l'IoT Hub. On a encore également un autre agent qui s'appelle agent IoT Edge qui lui permet de déployer et de surveiller les différents modules sur notre IoT Edge. Et c'est quoi un module en réalité? Un module, en réalité, c'est juste un conteneur sur lequel, en fait, on a poussé du code Azure Function ou des jobs Stream Analytics. Mais également, on a la possibilité de déployer certains services cognitifs, donc certaines intelligences artificielles de Microsoft directement sur notre objet connecté. C'est vraiment extraordinaire, ce service. Maintenant, on va voir dans quel cas on peut utiliser un IoT Edge. Donc, l'IoT Edge peut avoir plusieurs casquettes. Donc, on a décidé ici de se focaliser sur une de ces casquettes qui est la gateway, donc la passerelle. Donc, on peut imaginer un scénario dans lequel, en fait, on a plusieurs devices dans un bâtiment, mais pour des raisons de sécurité, on ne veut pas, en fait, que ces différents devices communiquent chacun avec l'IoT Hub. Donc, on va placer en fait une gateway qui ici sera notre Azure IoT Edge, qui lui se charge de récupérer les différentes informations depuis les objets connectés et de les envoyer vers l'IoT Hub, ce qui nous permet en fait de filtrer les informations qui sortent de notre réseau. On peut encore imaginer un second cas où l'IoT Edge ne fait pas que pousser les informations vers l'IoT Hub, non, il traduit en fait les différents protocoles de communication entre les devices et la gateway, et ensuite, à son nom, il pousse l'information vers l'IoT Hub, ce qui peut être vraiment intéressant. Et le troisième cas, c'est l'identity translation. Donc, en plus de décoder, il peut avoir une logique dans laquelle, en fait, il va envoyer l'information comme si chaque device envoyait l'information à l'IoT Hub, mais tout cela en garantissant un niveau de sécurité adéquat. Et puis la dernière partie, donc on va aborder Digital Twins. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, David, sur Digital Twins? Le Digital Twin, c'est un nouveau service proposé par Microsoft Azure qui nous permet en fait de mieux contextualiser en fait cette notion d'objet connecté. Car depuis que je parle d'objet connecté, donc je parle d'une entité, mais sans relation avec son environnement. Donc, grâce à Digital Twins, on pourra mettre en relation cet objet connecté à son environnement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un objet connecté dans une salle
et se dire que cette salle est sous la responsabilité d'une personne, donc cet objet connecté est sous la responsabilité d'une personne. Également, définir les localisations de cet objet connecté et plein d'autres paramètres. Donc, ça nous permet vraiment de contextualiser cette notion d'objet connecté et du monde qui tourne autour de cet objet connecté. Donc, on pourrait imaginer des scénarios dans lesquels, en fait, dans un immeuble à plusieurs niveaux, en fait, on place des objets connectés et ces objets connectés, en fait, sont reliés à des personnes. Ça veut dire que si on atteint un seuil critique, en fait, de personnes sur un étage et qu'on a peur que cet étage s'effondre, un message peut être généré et envoyé au responsable de l'étage en question qui va se charger, en fait, de demander aux personnes de bien vouloir quitter cet étage. Donc maintenant, on va faire un dernier focus sur le big data, le machine learning. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des nouvelles technologies qui émergent. On entend parler de toutes ces technologies, mais elles ne sont pas dissociées. Je peux dire qu'elles sont complémentaires, dans le sens où l'IoT, en fait, elle collecte des données et elle les transmet à notre portail Microsoft Azure. Une fois que ces données sont arrivées et qu'elles deviennent massives, volumineuses plutôt, il faut la traiter. Donc, il faut des outils big data en fait qui vont faire ce traitement. Et comme vous le savez très bien, le big data répond aux 3 V: volume, variété, vélocité. Donc, le volume pour la grande quantité de données, la variété parce que les informations viennent d'objets connectés de nature différente et également d'autres sources de données. Et la vélocité, c'est la possibilité de traiter rapidement cette donnée. Cela ne sert pas en fait de traiter une donnée pendant une journée pour avoir un résultat le lendemain, pendant qu'il fallait prendre la décision quasiment en temps réel. Donc, les outils Big Data peuvent servir dans ce cas-là. Et les outils Big Data également permettent de faire de la corrélation de données, c'est-à-dire de prendre des informations qui viennent de sources différentes, de les mettre ensemble et d'établir de bonnes décisions. Et le troisième et dernier point, c'est le machine learning. Donc, on a beau collecter la donnée, la traiter, à un moment, en fait, il faut vraiment tirer profit de cette donnée. Donc, comment on peut faire, c'est établir des statistiques sur ces données et également créer des algorithmes qui vont nous permettre de prédire différents cas d'usage, c'est-à-dire des pannes ou bien des incidents qui pourraient se produire, afin qu'on puisse prendre des décisions en amont. Donc, bon, là, on a fait un peu le tour de tous les services proposés par la plateforme, donc, que ce soit pour la partie Big Data, pour le machine learning, pour l'IoT, tout ça, en fait, en vous montrant un peu l'architecture de référence qui présente enfin, les fonctionnalités, les avantages, effectivement, de ce qu'on peut avoir à travers ce type de plateforme. Donc, là, il ne nous reste que de vous remercier pour votre présence. Merci. Et puis, si vous avez des questions, voilà, nous sommes là pour ça. Oui, avec joie. Pas de questions? OK. Un petit résumé en fait de cette présentation, c'est de dire que tous les outils en fait sont complémentaires et elles ont pour but de généralement utiliser la donnée pour faire des prédictions. Donc l'IoT récupère la donnée, le big data la traite rapidement et le machine learning nous permet de prédire cette donnée. Alors, il y avait une deuxième question. En fait, c'est en combien de temps on peut déployer une architecture type? Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments. On dépend le temps de la mise en place et le déploiement de cette solution. C'est-à-dire, alors, ceci en fait repose sur plusieurs points. Moi, je dirais le premier point, c'est le challenge qui concerne la connectivité à nos objets connectés, parce qu'au final, si on réussit à se connecter
donc à travers HTTP. Donc là, ce sera la meilleure solution, la plus simple à mettre en place. Et surtout, on n'a plus besoin d'ajouter d'autres briques, enfin, quand on est par exemple en mode MQTT à MQP. Et c'est là en fait où ça va prendre du temps en fait à mettre en place. C'est par rapport aussi à la volumétrie de données, parce qu'au final, on sera amené à voir comment on va assurer la scalabilité de ce type de solution. Après aussi, ça dépend aussi de la logique métier, c'est-à-dire C'est qu'est-ce qu'on ça. veut faire en fait avec ces données. Est-ce qu'on va prévoir des notifications? Est-ce qu'on va prévoir enfin, la visualisation des données à travers notre application, enfin notre logiciel Power BI? Est-ce qu'on va plutôt avoir des visuels personnalisés? Et ceci dit, effectivement, le développement de quelques visuels à travers Power BI. Donc, toute la partie métier, connectivité, enfin, tous les challenges qui sont aussi posés et abordés au sein d'un projet, effectivement, c'est là où on dit, voilà, on a besoin de 3 mois ou un an pour mettre en place ce type de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que IoT Hub nous facilite le travail, mais il ne remplace pas toutes les briques. Ça veut dire qu'il faut traiter en amont, en fait, tout ce qui est connectivité, comme Shuruk l'a si bien dit. Mais également, avec les clients, on est très rapidement confronté à des problèmes de customisation. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance, en fait, dans la création de ces fonctions que le client arrive à comprendre quel est son vrai besoin. Bon, très bien. Je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, Merci à tous d'avoir participé à ce voilà. webinaire. Merci On à reste tous. à votre disposition et vous pouvez Exactement. revenir vers nous Voilà. pour Pour d'éventuelles... toute question, voilà, pour toute demande, enfin, peut-être pour d'autres services. Donc, nous sommes là pour ça. oui. Merci et Merci. à très bientôt.